Je suis patiente partenaire et j'accompagne des femmes qui ont des cancers gynécologiques, un cancer qui ressemble au mien ou qui ont des traitements qui ressemblent à ceux que j'ai eus. Et moi, je lui ai donné de l'espoir. Moi, c'était ça aussi mon but, parce que la mort a rôdé autour de toi, là. T'as peur. T'as peur. Moi, j'ai eu peur de mourir, puis de voir du monde qui s'en sont sortis. Hey, moi, si j'avais eu ça, là, dans le temps, là, un groupe que j'aurais pu aller m'exprimer, moi, ça m'aurait encouragée beaucoup. Une femme, je l'entendais parler au téléphone, elle disait « Oh, je refuse ma chimiothérapie », puis j'étais écœurée, puis elle pleurait. Elle était toute seule dans le lac. Fait que là, je m'assieds à côté d'elle. Finalement, j'ai parlé une demi-heure avec elle, en lui tenant la main. Et quand je l'ai quittée, c'est vous ce qu'elle m'a dit? Elle disait « Vous avez été un ange pour moi, M. Nadeau. » Isabelle, Guylaine, Michel, ils ont tous les trois quelque chose en commun. Ils ont survécu au cancer. Ils sont devenus patients partenaires et aujourd'hui, ils donnent un sens à leur vie en évitant aux autres d'affronter la maladie dans la solitude. Ils créent aussi l'espoir en montrant qu'il y a une vie après le cancer. Les guéris ou la vie après le cancer. Épisode 6, l'aide et l'espoir. Et voilà, c'est notre local. Un petit local qui a été pensé par les patients partenaires. C'est important pour nous d'avoir de la lumière tamisée, de la musique de relaxation. Quand on rentre, on sent qu'on peut se déposer. Sandy Auberoy, c'est la chef de service de l'espace partenaire en cancérologie. Les patients de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont sont traités pour leur cancer juste au bout du couloir. Ceux qui s'arrêtent ici peuvent avoir du soutien psychologique, un coup de pouce administratif ou encore essayer des perruques, palper une prothèse du sein. J'en ai touché une et c'est vraiment doux. Disons qu'on a une chirurgie, puis on veut la remplacer, puis on veut pas une reconstruction mammaire. On attend. On peut avoir une prothèse externe comme ça. OK. Tu sais, ça nous donne une impression, on peut sentir là, vraiment quand on y touche à quoi ça peut ressembler. C'est impressionnant qu'on n'y a pas touché. C'est couvert par les assurances du gouvernement, là, donc... OK. On donne la liste aux patients, puis ils vont aller voir un expert pour pouvoir aller chercher une prothèse. C'est après un cancer du cerveau que Michel Vincent est devenu patiente partenaire. Vraiment, quand les gens arrivent dans le local puis qu'ils réalisent qu'on est des patients, que, mon Dieu, souvent, ce qu'on a, c'est « Mon Dieu, vous êtes donc bien belle » ou « Mon Dieu, vous avez l'air en forme ». Les yeux changent, là, juste de voir que c'est possible qu'on puisse fonctionner comme on faisait, en tout cas, entre parenthèses, avant. C'est sûr que c'est pas tout à fait pareil, mais par contre, on est capable d'avoir une joie de vivre puis de retrouver la vie, là, dans le fond, puis le bonheur, quand même, oui. Un peu partout dans le réseau de la santé au Québec, on trouve des patients partenaires. Ici, à Maisonneuve-Rosemont, une quarantaine d'entre eux, tous bénévoles, sont intégrés au service de cancérologie. Ça signifie que les infirmières, les psychologues ou encore les médecins peuvent leur référer des patients. Isabelle Roy est devenue patiente partenaire après son cancer gynécologique.
On ne voudrait pas que les médecins arrêtent de recommander des patients en accompagnement parce qu'ils ont l'impression qu'on empiète sur leur travail. Moi, j'ai déjà participé à des conférences là, où on explique à d'autres médecins qu'est-ce qu'on fait, puis c'est la question qui revient le plus souvent, tu sais, vous êtes qui, vous, pour faire de l'accompagnement? Tu sais, vous n'êtes pas infirmière, vous n'êtes pas psychologue. Qu'est-ce que vous allez dire à nos patients? Ça, c'est vraiment une crainte des médecins. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a peut-être des fois un petit peu de réticence à proposer de l'accompagnement à leurs patients, tandis que souvent, ça va aider leur travail parce que ça va alléger un peu la charge mentale du patient. Tu sais, le patient va devenir plus serein, oui, pour aborder son plan de traitement. Tu sais, il va arriver avec mieux informé, mieux préparé. Isabelle guide par téléphone des patientes qui ont eu le même cancer qu'elle. Des fois, j'ai des trucs vraiment plus concrets, moi, en termes de cancer gynécologique. Pour un cancer du col de l'utérus, après les traitements, le vagin risque de se refermer à cause de la radiothérapie. Donc, il faut utiliser un dilatateur pendant 10 minutes à tous les 2 jours pendant 2 ans. Moi, j'étais sous le choc complètement et je le sens que les patientes le sont aussi. Et moi, je l'ai pas bien fait. Parce que je me disais, oh, on ne tente pas de faire ça. Puis on a l'impression qu'on vient de se faire bombarder, là, fait qu'on veut pas aller là. Puis j'en ai payé le prix un peu. Je veux dire, mon vagin s'est un peu refermé, puis c'est un peu plus compliqué pour moi d'avoir une sexualité correcte, des examens gynécologiques qui sont plus faciles à faire. Donc, je l'explique ça, puis j'essaie un peu de les guider là-dedans, de leur donner des trucs pour que ça soit le fait dans le plus simplement possible, puis le moins plate possible. Moi, j'ai pas eu d'accompagnement, j'aurais vraiment aimé ça en avoir, puis c'est pour ça que j'en fais aujourd'hui, ouais. C'est souvent le personnel médical qui appelle les patients partenaires en renfort. Ils deviennent un peu comme des pompiers de l'émotif. J'avais été appelée dans un local parce que la dame, elle avait une récidive de cancer du sein. Puis c'était une dame qui était effondrée, là, parce que eux, les infirmières, ne pouvaient pas non plus s'en occuper. Puis j'ai été passer du temps avec elle. Puis je l'ai fait sourire. Puis on a ri même ensemble. Puis c'est la première fois que ma tumeur m'apportait quelque chose de positif. C'est fou. C'est comme si, là, enfin, il y avait une raison à tout ce que j'avais vécu. Ça m'a apporté de la joie, je pense. Sérieusement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment-là de renaître. Ah oui, c'est décrire quelque chose qu'on a vécu pendant nos traitements. Quand on a le cancer, même les proches ne peuvent pas totalement comprendre ce qui se passe, ce qu'on vit. Ici, à l'hôpital, les patients partenaires organisent des activités de groupe qui permettent aux victimes du cancer de justement se raconter en toute liberté, de se sentir compris par ceux qui sont passés par là. Mélanie David a eu le cancer du sein. Elle anime un atelier littéraire. Oh, c'est gentil. C'est magnifique. Oh, merci. J'aime beaucoup écrire. À la main, justement. Mon histoire de cancer, ça a été une roue interminable d'événements pendant, je dirais, presque 4 ans. Là. Ça a été vraiment difficile. Puis je trouvais que dans le monde médical, on s'occupait d'un seul aspect de la maladie, mais on ne s'occupait pas du reste de notre humanité. J'ai cherché, je pense, à trouver des réponses au-delà de seulement le traitement médical hospitalier. Puis les ateliers de discussion, d'écriture ou d'art-thérapie font partie de ces thérapies-là qui, je pense, aident les gens à guérir puis à faire leur cheminement de guérison. 4 femmes de tous âges prennent la plume aujourd'hui pour raconter leur expérience. J'avais envie de vous introduire un petit peu à la poésie puis qu'on en fasse. Ce qui m'a animée de parler de ça, c'est la chanson « Aimons-nous » de Yvon Deschamps. C'est vraiment très simple, mais c'est très, très beau, très poétique. Aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour, aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour. Aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour, aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour. Dans la forêt des êtres humains, je suis l'arbre et son maintien. Je pousse droit vers la lumière, impossible retour en arrière. Dans la forêt des êtres humains, le temps passe et j'y reviens. Mes racines sont mon ancrage. Je deviens l'arbre le plus sage. Ouais, c'est ça qui est sorti. S'aimeront.
Allô? Ah, bonjour Nathalie, ça va bien? Ça va bien, merci. Oui, c'est ça. Guylaine Provencher et Francine Jolicoeur, des femmes généreuses, pleines d'empathie, animent un cercle de parole. Pour certaines personnes, on nous le dit, je ne veux jamais manquer mon lundi. Ça me fait du bien. C'est mon ancrage. Ils sont tous assis autour de la table. La boîte de papier mouchoir est à portée de la main. Ici, tout le monde écoute. Personne ne juge. Souad Chami, elle, est complètement désemparée depuis la fin de ses traitements. C'est sa psychologue qui l'a référée au cercle de parole. Je suis en 3e semaine après ma radiothérapie, maintenant que je suis en convalescence à la maison. Moi, mon expérience est un peu spéciale parce que j'ai une sœur qui a un cancer de sein. Moi, on ne savait pas que notre sœur avait un cancer parce qu'elle l'avait caché. Elle n'avait jamais dit ça. Puis ma sœur, elle est décédée. Avant ma sœur, il y a ma mère que j'ai perdue le 19 février. C'est beaucoup, des fois. Puis maintenant, ils m'ont dit, c'est fini les traitements, tu rentres chez toi, retourner à la vie normale. Moi, je trouve que c'est dur pour moi. Je voulais partager ça avec vous parce que je suis toute perdue maintenant. Pour moi, je dois aller à l'hôpital. Pour moi, c'est ça la vie, l'hôpital. Je dois retourner. Mais en fait, il n'y a pas d'hôpital pour moi pour le moment. Ils me disent non, tout est bon. Et là, je suis comme perdue. Allez pas croire que les médecins spécialistes ne sont pas conscients de ce que vivent leurs patients. Le docteur Peter Vavassis est radio-oncologue ici, à Maisonneuve-Rosemont. Dans un colloque récent organisé par l'Espace Partenaire, il raconte précisément ce moment où il déclare à ses patients que c'est terminé. Fin de traitement. OK, it's over. On va se parler dans un mois pour être sûr que tout va bien. On fera un scan ou une prise de sang dans 3 mois. D'ici là, bonne chance. Donc, il y a aussi un genre de brutale fin à ça. C'est comme si je vous annonce que on sort plus ensemble. Là. Donc, là, après tu sais, plusieurs années ensemble, on va au souper, puis là, soudainement, je dis, it's over, mais je vais t'appeler pour ta fête. et c'est vraiment ce feeling-là. Des fois, je le vois dans les yeux. Et donc, tu as cette période de deuil bizarre de ta thérapie et du contact qui fait que là, tu passes dans un autre mode. De faire ça est difficile et fatigant. On l'a entendu tout au long du balado, ce sentiment d'être lâché par le système médical, d'affronter seul des effets secondaires sans savoir ce qui se passe. C'est souvent incompréhensible, voire exaspérant pour les patients comme Mélanie David. Même aller voir mon oncologue, puis je dis, regarde, ça marche pas, là, genre... Moi, je suis payée pour vendre mes idées, puis là, c'est comme, tout est jammé, là. Ah, ça s'appelle un chemobrain. Ah, ouais? C'est quoi ça, tu sais? Je savais pas, moi, quand tu m'as dit que je faisais de la chimio, que j'allais me taper ça, là, tu m'as jamais parlé de ça. Oh, on te l'a peut-être mentionné rapidement. Plusieurs projets locaux existent pour aider les patients dans leur vie après le cancer. Mais à l'échelle du Québec, est-ce que le système médical est organisé pour remédier aux problèmes de santé qui, on l'a vu, persistent bien après que les traitements soient terminés? Je suis venue chercher une réponse au Centre de cancérologie de la Cité de la Santé à Laval. Et de là, on arrive vers la salle de traitement de chimiothérapie et d'immunothérapie. Donc là, on a plusieurs places où les patients sont installés et ils vont recevoir leur traitement avec une infirmière. Au moment de ma visite, c'est Nicolas Cliquenoy qui administre le centre. La docteure Marie-André Fortin, radio-oncologue, dirige l'aspect clinique. C'est elle qui a soigné ma sœur Brigitte. Donc, c'est ici que Brigitte a eu ses traitements? Oui, tout à fait. OK. Ça peut durer combien de temps, un traitement de chimiothérapie? Ça peut être 1 heure, comme ça peut être 6 heures. 6 heures? Oui. Oh mon God! Moi, ce qui m'impressionne, c'est le nombre de patients. On a 3000 nouveaux cas diagnostiqués au CIS de Laval qui peuvent être de d'autres régions. Mais on peut quand même dire qu'il y a 3000 personnes par année qui apprennent ici qu'ils ont cancer. Exact.
Tout à fait. OK. Au Québec, c'est presque 70 000 nouveaux cas de cancer par année. Et il faut garder en tête que c'est les 2/3 de ces personnes-là qui vont survivre. Tout récemment, le gouvernement du Québec a établi que l'accompagnement de la vie après le cancer est désormais une priorité. C'est écrit noir sur blanc dans le dernier programme québécois de cancérologie. C'est la volonté actuelle. Il y avait probablement des initiatives un peu partout, mais je pense pas qu'il y avait quelque chose qui était aussi systémique. Okay. La Dr Fortin a coordonné pendant 3 ans le projet de transition qui a impliqué des dizaines de collaborateurs un peu partout à travers le Québec. Leur mission, concevoir un modèle de soins pour la vie après le cancer. Un genre de modèle IKEA que chacune des institutions du système de santé québécois peut adapter selon ses ressources et les besoins de ses patients. Ça reste que c'est un besoin qui est reconnu dans la littérature depuis longtemps. Il y a énormément de publications, de recherches qui ont été faites, mais malgré tout ça, concrètement sur le terrain, il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place. On voulait vraiment trouver une façon de mieux répondre aux besoins parce que quand moi, je vois les patients suite au traitement, des fois la première visite, c'est là que toutes ces préoccupations-là vont sortir et qu'il y avait peu de ressources pour les soutenir. On concentrait beaucoup plus sur le volet traitement. Pour comprendre les besoins des patients, la Dr Fortin et son équipe ont procédé à un sondage auprès de 2000 répondants québécois. Patients, équipe de cancérologie, médecins de famille, pharmaciens, infirmières, bref, tout le monde impliqué. De tous les constats du sondage, publié en août 2023, le plus frappant pour moi, je vous le lis, l'étape de transition après la fin des traitements est inconnue pour les patients, mais aussi pour les professionnels. Et plus loin, on cite un professionnel, il s'agit d'un grand trou noir pour moi. Je n'ai aucune idée du soutien actuel offert aux patients après la fin des traitements. Bon, si on regarde les chiffres maintenant, seulement le tiers des professionnels estiment avoir des connaissances nécessaires en matière de survivance. Les 2/3 ne remettent pas aux patients de plan de suivi à la fin des traitements. C'est le syndrome « T'es guéri, je t'appelle à ta fête ». À Laval, on commence à mettre en place un modèle de soins inspiré du projet Transition. Une des grandes aussi parties de ce projet, c'est d'éduquer autant les patients que les professionnels sur ces besoins parce qu'on devrait parler aux patients dès qu'ils rentrent dans l'investigation et le traitement. Vous allez avoir des besoins qui vont perdurer même après les traitements. C'est normal, il faut que vous vous y attendez, mais il y a des solutions à mettre en place qu'on va vous accompagner dedans. C'est pas parce que c'est le dernier traitement que demain vous pouvez reprendre votre vie comme avant. Et ça, c'est vraiment le message que nous, on veut dire aux patients tout au long de leur trajectoire dans l'établissement de santé. Mais qui, dans le système de santé, va s'occuper de la vie après le cancer? Le rôle pour la vie après le cancer, c'est un très beau rôle infirmier. Si on sait que les médecins sont très occupés dans la partie traitement et qu'on n'a pas toujours les ressources, on met ça en place. Ça ne les empêche pas que si nos infirmières voient un enjeu particulier, elles peuvent référer, donc elles peuvent demander un rendez-vous de suivi avec le médecin du patient, mais elles peuvent aussi demander à envoyer une requête à une psychologue, à une nutritionniste, si les besoins sont plus poussés qu'ils apparaissent à ce moment-là du patient. En pratique, les infirmières vont offrir aux patients des sessions d'information de groupe. Un des objectifs, c'est qu'à la fin de la session de groupe, les personnes qui ont des besoins plus importants, qui veulent une rencontre individuelle, on va leur offrir. Donc, ça va nous permettre de cibler vraiment quels sont les patients qui ont besoin d'une intervention plus poussée, qui ont des besoins plus complexes. Dans le fond, le but, c'est de répondre aux besoins de la clientèle. Une faille importante, c'est la transmission du dossier de l'équipe de cancérologie aux médecins de famille et aux pharmaciens du patient. Seulement 27 % des médecins de famille et des pharmaciens estiment qu'ils ont reçu une information complète sur le suivi du cancer de leurs patients. Nous, on travaille à ce que les médecins de famille reçoivent le plus d'informations, surtout à la fin de traitement, qu'il y ait un résumé qui soit fait. Je pense que les médecins spécialistes sont conscientisés, ils savent.
Dans le quotidien, c'est malheureusement pas toujours fait. Donc, souvent, le patient peut arriver voir son médecin de famille, puis le médecin de famille n'a pas d'informations. Vous êtes-vous posé la même question que moi? Notre système a-t-il les ressources pour soutenir adéquatement les personnes après leur cancer? J'ai abordé la question avec l'équipe de Laval. La peur de la récidive, parfois, ça crée un tel niveau d'anxiété que si c'est pas vraiment traité ou pris à temps, ça peut tourner en dépression. Est-ce que dans le système, on a assez de psychologues pour que vous soyez capable de référer les gens ou votre niveau d'anxiété, là, ça fonctionne pas, faut que vous voyez quelqu'un? Je pense que c'est pas caché dans le réseau qu'il y a des difficultés pour recruter des psychologues, là. Est-ce que dans le public, on a la capacité de répondre à tous les besoins en psychologie des patients touchés par le cancer et des autres patients? À l'heure actuelle, non. Le fait est que si nous, on en ressent le besoin chez un patient après évaluation, on va faire une référence à notre équipe psychosociale pour qu'ils le sachent, qu'ils vont prioriser entre leurs patients. Souvent, quand leurs traitements actifs sont terminés, les patients ont peur de demander de l'aide, de déranger des spécialistes pressés, occupés à guérir les autres. Selon le sondage Transition, 9 personnes sur 10 ont ressenti des symptômes physiques. 6 personnes sur 10 ont demandé de l'aide. Les 3/4 ont eu des difficultés émotionnelles, mais seulement le quart a consulté un professionnel. Si le système de santé doit changer, le patient du futur doit changer aussi. Sandy Auberois, de Maisonneuve-Rosemont. Alors, avant, si on pense à il y a 50 ans, c'était vraiment, le médecin avait un rôle paternaliste. Hein? Le patient, souvent, ne savait même pas ce qui se passait. Les proches le savaient, puis pas lui. Ensuite, ça a vraiment évolué sur les soins, les services centrés sur le patient. Puis maintenant, quand on parle de patient partenaire de ces soins, c'est que le patient lui-même fait partie de l'équipe. Il est là dans le centre avec tous les autres professionnels et il a un rôle à jouer. Si on a des effets secondaires, il faut le dire. Je suis fatiguée, ça veut dire quoi? Je dors combien de temps? De l'écrire, j'ai des douleurs. C'est quoi les douleurs? À quel moment? Et d'en parler avec notre équipe, les pharmaciens, les infirmières, les médecins. Donc, ils vont être capables d'atténuer ça, nous donner des outils, vraiment communiquer avec l'équipe. C'est le rôle le plus important. Mais il ne faut pas juste dire bah, « c'est normal, je suis fatiguée, puis je vais être fatiguée pendant 25 ans ». Ma quête sur la vie après le cancer s'achève et j'ai compris que chaque personne qui en est victime a une histoire unique, profondément humaine, parce que le cancer amène à la conscience l'existence, le fait même d'exister. Et il bouleverse la vie. J'ai poursuivi cette quête avec ma sœur Brigitte, qui, 4 ans après son diagnostic, a renoué avec la dernière de ses grandes passions, le voyage. Soudainement, toute la beauté du monde m'était offerte. Comme si j'avais un peu oublié ça. Ce que j'aimais déjà, c'était comme décuplé. C'est comme un éveil. Aujourd'hui, je suis revenue à ma vie normale. On arrive à pas oublier l'épreuve qu'on a eue, mais certainement être capable de la regarder avec une distance qui nous permet de voir tout ce qui est beau autour de nous autres. Si jamais je me retrouve avec un diagnostic aussi important que ça, mais c'est drôle à dire, je vais être tout à la fois évidemment effrayée, mais je vais avoir beaucoup plus d'espoir que j'en avais le 27 décembre 2019. Fait que moi, ma leçon, c'est ça. On finit par passer au travers, au quotidien, dans nos projets futurs. Il n'y a pas d'ombre.
Les guéris ou La vie après le cancer est une série produite par Le Devoir d'après une idée de la docteure Brigitte Rouleau. Monteur, Julien Forêt. Conseiller à la réalisation, Félix Deschaines. À l'éditorial, Valérie Duhem. Et moi, Marie-Paul Rouleau. J'ai beaucoup de reconnaissance pour notre médecin conseil, la docteure Marie-André Fortin, radio-oncologue et directrice en cancérologie du CIS de Laval, et pour toutes les personnes qui ont accepté de témoigner dans cette série. Je vous remercie d'avoir été des nôtres.